Disparition mystérieuse, pourquoi? Silence. Pas un silence normal. Un silence qui pèse, qui observe, comme si le monde retenait son souffle sans savoir pourquoi. Quelque chose a changé, mais personne ne sait encore quoi. Il y a 17 ans. Un visage banal, une vie simple, une existence presque invisible. Il fait partie de ces gens qu'on croise sans jamais retenir. Ni riche, ni puissant, ni important aux yeux du monde. Juste un jeune parmi des millions. Et pourtant, du jour au lendemain, il disparaît. Pas de traces. Pas d'image. Pas d'erreur. Les caméras ne captent rien. Les capteurs ne relèvent aucune anomalie. C'est comme si la réalité elle-même avait décidé de l'effacer. Au même moment, partout sur Terre, les systèmes commencent à dysfonctionner. Les satellites se désynchronisent. Les avions entrent en trajectoire automatique. Les marchés financiers se figent. Les réseaux ralentissent, puis se taisent. Chaque gouvernement, chaque organisation, chaque puissance reçoit le même message, exactement au même instant. Le porteur de la clé a disparu. Vous avez 24 heures. Aucune signature. Aucune origine. Juste une pièce jointe, une simulation impossible à nier. Le monde, à l'arrêt. Totalement figé. Comme une machine qu'on éteint. Alors la chasse commence. Interpol, CIA, services secrets, groupes privés, mercenaires numériques, intelligence artificielle. Tout ce que l'humanité a construit pour traquer, analyser et contrôler est mobilisé pour une seule chose, retrouver Ellie. Son visage est diffusé partout. Sur les écrans, dans les rues, sur les téléphones. Les gens le cherchent, le traquent, le signalent. Le monde entier devient un réseau de surveillance vivant. Mais personne ne comprend pourquoi. 3 jours avant sa disparition, il y marchait seul dans une ruelle étroite, casque sur les oreilles, coupé du monde. Un vieil homme l'attendait là, immobile. Il ne ressemblait à rien de particulier, et pourtant tout chez lui semblait déplacé, comme s'il n'appartenait pas à cette époque. Le vieil homme l'a regardé longtemps, trop longtemps. Puis il lui a pris la main et y a déposé une clé. Une clé étrange. Ni métal, ni matière connue. Elle semblait vibrer, comme si elle était vivante. Tu n'as pas été choisi. Tu étais déjà la réponse. Illy n'a pas compris. Il n'a pas eu le temps de poser une question. Le vieil homme avait déjà disparu. Depuis ce jour, quelque chose en lui avait changé. Pendant que le monde s'agite pour le retrouver, des phénomènes inexplicables apparaissent. Le temps ralentit par endroits. Certaines personnes restent figées quelques secondes avant de reprendre comme si rien ne s'était passé. Des zones entières deviennent silencieuses, coupées de toute activité, comme si elles sortaient brièvement de la réalité. Les scientifiques parlent de rupture. Les religieux parlent de signes. Les dirigeants parlent de crise. Puis une vérité commence à émerger. La clé n'est pas un objet. C'est un accès. Et Illy n'a pas la clé. Illy est la clé. Mystère de la nuit. C'est l'histoire d'un homme pauvre, très pauvre, qui est devenu riche après avoir épousé une femme mystérieuse. Cette femme faisait la fortune de son homme, mais chaque nuit, elle disparaissait à partir de 3 heures du matin. Au début, il ne s'en rendait pas compte, car il dormait profondément. Mais un jour, en se réveillant plus tôt que d'habitude, il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque matin, sa femme revenait se coucher avec les pieds recouverts de boue et de terre, comme si elle avait passé la nuit à courir dehors. Il avait du mal à lui poser des questions. Depuis qu'elle était entrée dans sa vie, tout avait changé. Il était passé d'un homme misérable à la vie d'un roi. Avant elle, il était l'homme le plus pauvre du village. Il n'avait jamais connu le moindre confort. Il avait du mal à se nourrir, à se vêtir, et même les gens évitaient de marcher avec lui, car on disait qu'il portait malheur. À force, il s'était isolé. Un jour, alors qu'il était assis seul près de l'eau, dans les bois, une jeune femme apparut à côté de lui. Elle était blessée. Sans réfléchir, il la soigna et la ramena chez lui. Quand elle guérit, elle se leva et s'apprêta à partir. Mais, sans savoir pourquoi, poussé par un instinct étrange, il lui demanda de l'épouser. La femme ne répondit rien sur le moment. Elle partit simplement. 2 jours plus tard, elle revint. Et accepta. À partir de là, sa vie changea complètement. En quelques semaines, il trouva de l'or dans des coins de sa maison, sans raison apparente. Du bétail apparut dans sa cour. Sa maison se transforma. Il devint un homme puissant et influent, respecté de tous. Mais chaque matin, le même mystère revenait. Sa femme semblait épuisée, couverte de terre, comme si elle avait passé la nuit à courir dans la forêt. Un jour, il décida de comprendre. Le soir venu, il fit semblant d'être fatigué et d'aller dormir, comme d'habitude. Mais il ne s'endormit pas.
Il resta éveillé, silencieux, dans l'ombre. Et là, il vit. Sa femme se plia en deux, comme si son corps ne pouvait plus contenir ce qu'elle était. Puis elle sortit difficilement de la maison. Une fois dehors, elle se mit à courir. Vite, très vite. Il la suivit, au clair de lune. Son cœur battait fort. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Puis, au milieu des bois, elle s'arrêta. Et là, elle commença à se transformer. Son corps changea. Sa forme devint autre. Elle devint une bête majestueuse. Une biche. Pas une simple biche. Une présence. Une reine. La reine des bêtes de la forêt. Elle se redressa, fière, puissante, lumineuse sous la lune. Puis, soudain, elle se retourna. Elle savait. Elle l'avait senti. Elle l'avait vu. Leurs regards se croisèrent. Elle ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas. Elle lui fit un signe, comme pour dire qu'elle acceptait qu'il ait vu. Puis, dans un regard calme mais lourd de sens, elle sembla lui dire : « J'espère que tu ne me quitteras pas après avoir découvert mon secret. » L'homme resta figé. Destinée ou illusion ? Et depuis ce jour, il ne chercha plus jamais à savoir ce qu'elle faisait la nuit. Parce que parfois, roi devenu souris, révélation. C'est l'histoire d'un roi, imbu de sa personne, qui se retrouva transformé en une petite souris fragile. Dans son propre palais. Un roi puissant, respecté, craint, mais surtout, aveuglé.
Il ne voyait pas les autres comme des vies, seulement comme des outils, des sujets, des pions dans son royaume. Pour lui, la bonté n'existait pas. Seule comptait la loyauté et la peur. Un soir, alors que le palais était plongé dans le silence, un étranger entra dans la salle du trône. Personne ne l'avait vu arriver. Personne ne pouvait expliquer sa présence. Un vieil homme, calme, immobile. Le roi, agacé, le regarda avec mépris. « Qui es-tu pour entrer ici sans permission ?» L'homme leva les yeux. Un regard profond. Trop profond. « Je suis celui qui voit ce que tu refuses de voir. » Le roi éclata de rire. « Alors regarde bien. Et admire. » Le vieil homme ne répondit pas. Il leva simplement la main. Et le monde changea. Le roi sentit son corps se contracter. Ses membres disparaître. Sa voix se briser. La salle du trône grandit. Ou plutôt, lui rétrécit. En quelques secondes. Il n'était plus roi. Il était une souris. Petite. Fragile. Vulnérable. Pris de panique, il tenta de crier. Mais aucun mot ne sortit. Seulement un petit son aigu. Et soudain, une sensation étrange. Quand quelqu'un s'approchait, il ressentait quelque chose. Pas une odeur. Pas un bruit. Une vérité. Comme un instinct. Certains dégageaient une chaleur. Une lumière. D'autres. Un froid. Un vide. Sans comprendre comment. Il savait. Il pouvait sentir qui était fondamentalement bon. Et qui ne l'était pas. Le vieil homme apparut une dernière fois, au-dessus de lui. Tu as jugé sans connaître. Maintenant, tu vas voir. Puis il disparut. Les jours passèrent. Ou peut-être les nuits. Le roi souris vivait désormais dans les murs de son propre palais. Là où personne ne le respectait. Là où tout pouvait le tuer. Chaque pas était un danger. Chaque bruit, une menace. Mais surtout, chaque rencontre, une révélation. Il observa ses gardes. Ceux qu'il pensait fidèles. Certains étaient froids, vides. Ils obéissaient, mais sans âme. D'autres, plus discrets, brillaient. Des hommes simples, honnêtes, que personne ne regardait. Il observa ses conseillers. Certains, proches de lui, étaient sombres. Leurs intentions, sales. Leurs pensées, remplies de trahison. Mais il ne l'avait jamais vue, jamais ressentie. Et puis, il la vit. Une servante, invisible, silencieuse. Quand il s'approcha, il ressentit une chaleur immense, pure, sincère. Elle parlait doucement, aidait les autres, sans rien attendre. Il comprit. La vraie valeur n'était pas là où il regardait. Les jours passaient, et son regard changeait, son cœur aussi. Il ne voyait plus un royaume. À demain pour la suite. Roi, ombre et choix. Que voir, ce n'est pas regarder, c'est comprendre. Mais comprendre, ce n'était que le début. Le roi était revenu, oui, mais quelque chose en lui n'était plus comme avant. Pas dans son corps, mais dans sa perception. Même redevenu humain, le pouvoir était resté. Il pouvait encore sentir la vérité. Pas avec ses yeux, ni avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une présence. Quand quelqu'un entrait dans la salle du trône, il savait instantanément qui venait avec un cœur pur et qui venait avec des intentions sombres. Au début, cela le troubla, car le monde n'était plus le même. Les visages souriants n'étaient plus rassurants, les discours parfaits sonnaient faux, et les plus discrets étaient parfois les plus lumineux. Alors il changea. Pas son royaume, mais sa manière de régner. Il ne jugeait plus sur les mots, mais sur ce qu'il ressentait. Très vite, les choses bougèrent. Les anciens conseillers furent écartés, sans violence, sans humiliation, simplement remplacés par ceux que personne n'écoutait. Des gens simples, mais sincères. Le peuple commença à murmurer, puis à parler plus fort. On disait que le roi avait changé, qu'il écoutait, qu'il voyait vraiment. Et le royaume prospéra, mais pas seulement en richesse. Il prospéra en équilibre, en justice, en paix. Mais toute lumière attire l'ombre. Quelque part, loin du palais, quelqu'un observait. Quelqu'un que le roi ne pouvait pas lire. Pour la première fois, il ne ressentait rien. Ni chaleur, ni froid. Juste un vide. Et ce vide était dangereux. Une nuit, les portes du palais s'ouvrirent sans bruit. Les gardes ne réagirent pas. Comme si quelque chose avait déjà traversé toutes les défenses. Un homme entra. Calme, posé, parfaitement maître de lui-même. Quand le roi le vit, il comprit immédiatement. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui savait cacher sa nature. Ou pire, quelqu'un qui n'en avait plus.
Intéressant, dit l'homme en avançant lentement. Un roi qui voit les âmes. Le roi resta immobile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Parce qu'il ne pouvait pas le lire. Et dans ce monde, ce qu'on ne peut pas comprendre est ce qu'il y a de plus dangereux. L'homme continua d'avancer. Tu crois voir la vérité. Mais que fais-tu face au néant? L'air devint lourd. Le silence pesa. Et pour la première fois depuis sa transformation, le roi ressentit la peur. Pas une peur panique, mais une peur lucide. Il se leva lentement et fixa l'homme droit dans les yeux. Avant, je ne voyais rien. Maintenant, je vois presque tout. Un court silence. Mais même sans voir, je peux choisir. L'homme s'arrêta, intrigué. Choisir quoi? Le roi répondit calmement, de ne pas devenir comme toi. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent. Quelque chose venait de se stabiliser. Parce que le roi avait compris que voir le bien et le mal n'était pas suffisant. Il fallait aussi rester droit. À demain pour la troisième partie. Roi, ombre et choix. Que voir, ce n'est pas regarder. C'est comprendre. Mais comprendre, ce n'était que le début. Le roi était revenu, oui, mais quelque chose en lui n'était plus comme avant. Pas dans son corps, mais dans sa perception. Même redevenu humain, le pouvoir était resté. Il pouvait encore sentir la vérité. Pas avec ses yeux, ni avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une présence. Quand quelqu'un entrait dans la salle du trône, il savait instantanément qui venait avec un cœur pur et qui venait avec des intentions sombres. Au début, cela le troubla, car le monde n'était plus le même. Les visages souriants n'étaient plus rassurants, les discours parfaits sonnaient faux, et les plus discrets étaient parfois les plus lumineux. Alors il changea. Pas son royaume, mais sa manière de régner. Il ne jugeait plus sur les mots, mais sur ce qu'il ressentait. Très vite, les choses bougèrent. Les anciens conseillers furent écartés, sans violence, sans humiliation, simplement remplacés par ceux que personne n'écoutait. Des gens simples, mais sincères. Le peuple commença à murmurer, puis à parler plus fort. On disait que le roi avait changé, qu'il écoutait, qu'il voyait vraiment. Et le royaume prospéra, mais pas seulement en richesse. Il prospéra en équilibre, en justice, en paix. Mais toute lumière attire l'ombre. Quelque part, loin du palais, quelqu'un observait. Quelqu'un que le roi ne pouvait pas lire. Pour la première fois, il ne ressentait rien. Ni chaleur, ni froid. Juste un vide. Et ce vide était dangereux. Une nuit, les portes du palais s'ouvrirent sans bruit. Les gardes ne réagirent pas. Comme si quelque chose avait déjà traversé toutes les défenses. Un homme entra. Calme, posé, parfaitement maître de lui-même. Quand le roi le vit, il comprit immédiatement. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui savait cacher sa nature. Ou pire, quelqu'un qui n'en avait plus. Intéressant, dit l'homme en avançant lentement. Un roi qui voit les âmes. Le roi resta immobile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Parce qu'il ne pouvait pas le lire. Et dans ce monde, ce qu'on ne peut pas comprendre est ce qu'il y a de plus dangereux. L'homme continua d'avancer. Tu crois voir la vérité. Mais que fais-tu face au néant? L'air devint lourd. Le silence pesa. Et pour la première fois depuis sa transformation, le roi ressentit la peur. Pas une peur panique, mais une peur lucide. Il se leva lentement et fixa l'homme droit dans les yeux. Avant, je ne voyais rien. Maintenant, je vois presque tout. Un court silence. Mais même sans voir, je peux choisir. L'homme s'arrêta, intrigué. Choisir quoi? Le roi répondit calmement, de ne pas devenir comme toi. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent. Quelque chose venait de se stabiliser. Parce que le roi avait compris que voir le bien et le mal n'était pas suffisant. Il fallait aussi rester droit. À demain pour la troisième révélation d'un roi. Même face à ce que l'on ne comprend pas, il arrive un moment où l'on doit choisir ce que l'on devient. Et à cet instant précis, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas un pouvoir nouveau, ni une force soudaine, mais une prise de conscience. Une clarté intérieure qui ne vient pas avec la puissance, mais avec la lucidité. Le roi comprit alors que voir le bien et le mal n'était qu'une première étape. Une étape simple, presque naïve. Car la véritable épreuve commence après. Elle réside dans la capacité à rester droit lorsque tout devient flou, à rester lucide lorsque la vérité dérange, lorsque les repères s'effondrent, lorsque le monde ne correspond plus à ce que l'on croyait comprendre. Alors il descendit de son trône. Non pas pour abandonner son pouvoir, mais pour enfin le mériter. Il marcha dans son royaume sans être annoncé, sans escorte, sans regard tourné vers lui. Et pour la première fois, il observa réellement.
Il ne regardait plus en tant que roi, mais en tant qu'homme. Il vit des hommes bons devenir durs avec le temps, usés par la vie. Il vit des hommes sombres hésiter au moment de faire le mal, comme si une part d'eux résistait encore. Il vit des regards fatigués, des silences chargés de douleurs invisibles, des existences marquées par des choix qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre. Et c'est là qu'il comprit. Personne n'est figé. Personne n'est entièrement pur. Personne n'est totalement perdu. Tout est mouvement. Tout est évolution. Tout dépend d'un instant, d'une décision, parfois infime, mais décisive. Alors il changea sa manière de régner. Il ne jugeait plus immédiatement. Il cherchait d'abord à comprendre. Il n'imposait plus ses décisions sans écouter. Il guidait avant de condamner. Un voleur n'était plus seulement un coupable, mais une histoire, un chemin brisé, une suite de circonstances. Un traître n'était plus seulement une faute, mais un choix, parfois né du désespoir, parfois d'une faiblesse que personne n'avait su voir. Et parfois, ce regard différent suffisait à transformer une vie. Le royaume évolua. Lentement, mais profondément. La peur recula, la colère s'apaisa. À sa place naquirent la conscience, la responsabilité, et une forme de justice plus humaine. Le peuple le ressentit sans qu'on ait besoin de le proclamer. Ce n'était plus simplement un roi puissant. C'était un roi juste. Mais au fond de lui, il n'oublia jamais ce qu'il avait été. Il savait que la chute commence toujours dans l'oubli de soi. Alors chaque jour, il se surveillait, non pas par peur, mais par vigilance. Car il avait compris une vérité essentielle. Le véritable danger ne vient pas seulement des autres, mais de ce que l'on peut devenir lorsque l'on cesse de se remettre en question. Avec le temps, son regard changea encore. Il ne voyait plus simplement le bien ou le mal. Il voyait les moments où tout peut basculer. Ces instants fragiles où une décision, une parole, un silence même, peut changer le cours d'une vie. De l'ombre à la légende. Ce garçon ne veut pas être un héros. Et c'est justement ce qui le rend différent. Depuis toujours, il poursuit un rêve que personne ne comprend vraiment, devenir une ombre, une présence invisible capable de contrôler les événements sans jamais être vue. Là où les autres cherchent la reconnaissance, lui cherche le contrôle, le silence, la domination discrète. Dans son ancien monde, il consacre sa vie entière à cet objectif. Chaque nuit, pendant que tout le monde dort, il sort dans les rues pour affronter des criminels, tester ses limites, et repousser son corps jusqu'à l'extrême. Il ne cherche pas à sauver qui que ce soit, il cherche simplement à se rapprocher de l'idéal qu'il s'est fixé. Mais malgré toute sa discipline, il se heurte à une limite qu'il ne peut pas dépasser, il lui manque un élément essentiel. La magie. Dans ce monde, elle n'existe pas, et sans elle, son rêve restera incomplet. Puis, sans prévenir, tout s'arrête. Un accident brutal met fin à sa vie. Mais au lieu de disparaître, il renaît dans un autre monde. Un monde où la magie existe réellement. Et à partir de ce moment-là, tout change. Il obtient une nouvelle identité, Sid. Dès son plus jeune âge, il commence à s'entraîner à nouveau, mais cette fois avec un avantage décisif. La magie devient son outil principal, et très vite, il atteint un niveau bien supérieur à celui des autres. Mais ce qui le rend réellement unique, ce n'est pas sa puissance. C'est sa vision. Alors que la plupart des gens cherchent à devenir des héros ou des figures importantes, lui décide de rester dans l'ombre. Il ne veut pas être reconnu, il veut influencer, manipuler, exister sans être exposé. C'est là qu'il prend une décision étrange. Il invente toute une histoire. Une organisation secrète. Un ennemi caché. Un conflit invisible qui se déroulerait dans l'ombre du monde. Pour lui, ce n'est qu'un jeu, une manière de vivre son fantasme. Mais très vite, les choses prennent une tournure inattendue. Des personnes commencent à le suivre. Elles croient en son histoire. Elles voient en lui quelqu'un d'exceptionnel, un leader, une figure capable de comprendre ce que les autres ne voient pas. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ce qu'il a inventé commence à devenir réel. Les menaces existent. Les ennemis aussi. Et cette organisation qu'il pensait imaginaire devient progressivement une véritable puissance. Une force qui agit dans l'ombre, qui influence les événements, qui change l'équilibre du monde. Et au centre de tout ça, il y a lui. Le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'il continue de penser qu'il est en train de jouer. Il ne réalise pas que chaque décision qu'il prend a un impact réel. Que chaque mot qu'il prononce est pris au sérieux. Que les personnes qui le suivent risquent tout. Pour une vision qu'il n'a jamais réellement confirmée. Et pourtant, sans le vouloir, il est déjà devenu ce qu'il cherchait depuis le début. Une ombre. Une présence invisible. Capable
Géant des montagnes révélé. En 2002, au fin fond des montagnes afghanes, une unité des forces spéciales américaines a été envoyée en mission dans une zone reculée, loin de toute présence humaine. Mais ce qu'ils allaient découvrir ne ressemblait à rien de connu. Alors qu'ils progressaient dans les montagnes, ils repérèrent une immense grotte. L'endroit était silencieux. Trop silencieux. Aucun animal. Aucun bruit. Comme si quelque chose dominait cet endroit. Puis, sans prévenir, il est sorti. Un géant. Plus de 3 mètres de haut. Des cheveux roux, une odeur insoutenable de décomposition, et un visage à peine humain. Mais le plus troublant, c'était ses mains. 6 doigts à chacune. Avant même que les soldats puissent réagir, la créature attaqua. Elle empala l'un des hommes avec une lance gigantesque, comme si ce n'était rien. Le chaos s'installa immédiatement. Les soldats ouvrirent le feu. Rafale après rafale. Mais la créature tenait debout, comme si les balles ne suffisaient pas. Puis finalement, après une pluie de tirs, elle s'effondra. Silence. Un silence lourd. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il venait de tuer. Le corps fut évacué immédiatement, en secret. Transporté par hélicoptère Chinook, puis transféré dans un avion militaire. Et après ça, plus aucune trace. Officiellement, rien n'a jamais existé. Mais certains soldats ont parlé. Certains affirment que ce n'était pas une simple créature, mais un vestige des Néphilim, ces géants mentionnés dans les textes anciens. D'autres parlent de créatures vivant dans les montagnes depuis des siècles. Des êtres que les populations locales évitent, respectent, ou craignent. Car dans ces régions, les histoires existent depuis bien avant 2002. Des villageois parlent de disparitions inexpliquées, de cris dans les montagnes, de grottes profondes où personne n'ose entrer. Des êtres immenses, aux yeux brillants, aux griffes acérées. Gardiens de quelque chose que l'homme n'aurait jamais dû déranger. Et encore aujourd'hui, certains témoignages persistent. Un pilote affirme avoir transporté le corps. Un soldat jure avoir été présent. Mais aucune preuve officielle n'existe. Rien. Comme si tout avait été effacé. Alors la question reste entière. Ont-ils réellement affronté un simple monstre? Ou quelque chose que l'humanité n'était pas censée retrouver? Et depuis ce jour, une question persiste. Et si ce que ces soldats ont affronté n'était pas une anomalie, mais une vérité cachée depuis toujours? Dans ces montagnes, bien avant les guerres, bien avant les hommes. Quelque chose était déjà là. Et peut-être que certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes. Parce que parfois, ce que l'on appelle légende n'est que la réalité que l'on refuse de regarder en face. Il existe encore des choses que l'on ignore. Des vérités enfouies, volontairement oubliées. Et peut-être que ce jour-là, les hommes n'ont pas découvert une créature, mais réveillé quelque chose. Et si ce n'était que le début? Rencontre sous la surface. Je te jure. Il y a des moments dans ta vie où tu sais que personne va te croire. Mais toi, tu sais ce que t'as vu. On était en vacances. Rien de spécial. Soleil, eau calme. Ambiance tranquille. Tu vois le genre de moment où ton cerveau se met en pause. Je suis dans l'eau. Pas trop loin du bord. Juste assez pour être bien. Mais pas assez pour paniquer. Et là, il y a un truc qui change. Pas un bruit. Pas une vague. Rien. Juste une sensation. Comme si quelque chose te regardait. Tu connais ça? Quand t'as pas de preuves. Mais ton instinct te parle. Je tourne la tête. Et au début, je comprends pas ce que je vois. C'est pas un poisson. Trop grand. C'est pas un humain. Impossible. Le truc est là. Dans l'eau. À moitié immergé. Il me regarde. Et moi je suis figé. Parce que son visage. C'est pas un visage normal. C'est humain. Mais pas vraiment. Les yeux. Trop calmes. Trop conscients. Comme si il savait que j'étais là avant même que je le voie. Mon cerveau essaie de rationaliser. C'est un nageur. C'est une illusion. C'est ton imagination. Mais non. Parce que ce truc, il bouge pas comme un humain. Il glisse. Pas de mouvement normal. Pas de bras qui battent. Pas de jambes visibles. Juste. Il avance dans l'eau. Silencieusement. Et là, j'ai compris un truc. J'étais pas censé être là. Pas à ce moment. Pas à cet endroit.
On s'est regardé. Quelques secondes. Mais dans ma tête, ça a duré une éternité. Puis, il disparaît. Pas d'éclaboussure. Pas de fuite. Juste. Il n'est plus là. Comme s'il avait décidé que c'était fini. Je reste là, immobile. Mon cœur battement mais je bouge pas. Parce que si je bouge, ça devient réel. Et moi, j'avais pas envie que ça soit réel. Je suis sorti de l'eau lentement. Sans courir. Sans crier. Parce que quand tu vis un truc comme ça, tu veux pas l'expliquer. Tu veux juste t'en éloigner. Et encore aujourd'hui, je peux pas te dire exactement ce que c'était. Mais je peux te dire une chose. C'était pas normal. Et le pire, c'est que pendant ces quelques secondes, j'ai eu l'impression que c'était moi, l'intrus. Et depuis ce jour, je regarde plus jamais l'eau de la même façon. Parce que tu réalises un truc simple, tout ce qu'on voit pas. Ça veut pas dire que ça existe pas. Il y a peut-être un monde entier juste sous la surface, qui nous observe en silence. Et nous, on vit comme si on était seul. Mais parfois, t'as juste un rappel que c'est pas le cas. Et le plus étrange, c'est que j'en ai jamais reparlé sur le moment. Comme si une partie de moi voulait oublier, ou protéger ce que j'avais vu. Mais cette sensation, elle m'a jamais quitté. Pas de peur. Non. Juste une vérité que j'arrive pas à expliquer. Et quelque part, je suis sûr que lui aussi, il se souvient de moi. Et parfois, quand je ferme les yeux, je revois ce regard. Pas hostile. Pas amical. Juste. Conscient. Comme s'il évaluait quelque chose en moi. Comme si cette rencontre avait un sens incompréhensible. Rencontre inattendue en Sibérie. Tu vois, il y a des histoires que t'entends une fois. Et que tu oublies jamais. Celle-là, un gars me l'a raconté un soir. Voix basse. Regard sérieux. Le genre de personne qui invente pas ce genre de truc. Sibérie. Hiver. Une unité de soldats soviétiques en plein entraînement. Routine totale. Le genre de journée où t'attends absolument rien. Et puis, quelque chose apparaît dans le ciel. Un objet. Rond. Qui vole bas. Trop bas. Un soldat prend une décision. Rapide. Instinctive. Il tire. Et il touche. L'engin s'écrase pas loin. Fumée épaisse. Bruit sourd. Et les soldats, ils s'approchent. Parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils viennent de faire. Et c'est là que tout bascule. De l'épave sortent 5 créatures. Petites. Corps humanoïde. Grosse tête. Grands yeux noirs. Silencieuses. Les soldats bougent plus. Parce que ton cerveau, quand il voit quelque chose qu'il peut pas classer, il frise. Complètement. Tu peux plus réfléchir. Tu peux plus bouger. Tu existes juste. Et là, les créatures font un truc. Elles se rapprochent les unes des autres. Lentement. Elles fusionnent. Et elles deviennent une sphère. Lumineuse. Qui bourdonne. Qui grossit. Comme si elles chargeaient quelque chose d'immense. Personne ne bouge. Personne crie. Puis, l'explosion. Un flash blanc. Aveuglant. Silencieux. Et quand la lumière disparaît, 23 soldats sont là. Debout. Immobiles. Transformés en pierre. Comme des statues. Comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur d'eux. Deux survivants seulement. Qui ont regardé. Qui ont tout vu. Et qui ont vécu avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Tu imagines? Te lever le matin pour un entraînement banal. Et rentrer avec une image pareille gravée dans la tête. Pour toujours. Le gars qui me racontait ça, il s'est arrêté un moment. Il regardait le feu. Et il a dit une chose simple. Ce qui me dérange, c'est pas l'histoire. C'est la réaction de ces créatures. Elles ont pas attaqué en premier. Elles sont sorties du crash. Abîmées. Perdues peut-être. Et c'est nous, qui avons continué à menacer. Alors elles ont répondu. Pas par cruauté. Par instinct. Exactement comme on l'aurait fait. Et là, le silence autour du feu. Parce que quand tu entends ça, tu réalises un truc qui t'avait jamais traversé l'esprit. Si eux existent. Et si on les a déjà rencontrés. C'est peut-être pas eux le danger. C'est peut-être la façon dont on réagit face à ce qu'on comprend pas. La peur. L'instinct. La gâchette trop rapide. Et cette pensée-là, elle reste longtemps après que le feu s'est éteint.
Leçon d'humilité inattendue. Tu vois, il y a des erreurs que tu paies cash. Et puis il y a celles que tu paies d'une façon que t'aurais jamais imaginée. Celle-là, c'est l'histoire d'un homme. Quelqu'un de bien installé dans sa vie. Sûr de lui. Peut-être trop. Le genre de personne qui pense que les règles s'appliquent aux autres. Qui parle fort. Qui regarde les gens de haut. Sans vraiment s'en rendre compte. Jusqu'au jour où il croise la mauvaise personne. Une vieille femme. Dans un marché. Modeste. Discrète. Elle lui demande quelque chose de simple. Un geste. Rien d'extraordinaire. Et lui, il la repousse. Avec des mots durs. Devant tout le monde. Sans une once de gêne. La vieille femme le regarde. Pas avec de la colère. Avec quelque chose de pire. De la certitude. Elle dit une phrase. Basse. Presque pour elle-même. Et elle repart. Sans se retourner. Il rentre chez lui ce soir-là. Normal. Dîner. Télé. Sommeil. Et le lendemain matin. Il ouvre les yeux. Et tout est différent. Le plafond est trop haut. Ses mains. Ce sont pas ses mains. Ses bras sont trop longs. Trop lourds. Couverts de quelque chose qu'il comprend pas immédiatement. Il se lève. Et il tombe. Parce que son corps répond plus de la même façon. Il cherche un miroir. Il en trouve un. Et ce qu'il voit. L'arrête net. Un singe. Grand. Puissant. Les yeux marron foncé. Mais à l'intérieur de ses yeux. Une conscience. Une panique. Quelque chose d'humain qui hurle sans pouvoir sortir. C'est lui. Enfermé à l'intérieur. Son cerveau fonctionne toujours. Ses pensées sont claires. Ses souvenirs intacts. Il sait exactement qui il est. Où il habite. Ce qu'il a fait la veille. Mais son corps appartient à autre chose. Il essaie de parler. Des sons gutturaux ressortent. Il essaie d'écrire. Ses doigts cassent tout ce qu'il touche. Il essaie de sortir. Les gens dans la rue le fuient, crient, appellent des secours. Et lui, il est là, dedans, à regarder sa vie de l'extérieur. À voir les gens qu'il connaît le regarder avec terreur. Sa famille. Ses collègues. Ses voisins. Personne ne le reconnaît. Parce que comment tu reconnais un homme dans les yeux d'un singe? Les jours passent. Il comprend progressivement comment fonctionne ce corps. Il apprend à se déplacer, à manger, à survivre. Mais chaque nuit, il pleure. À sa façon. Avec ces yeux-là. Et un matin, il retourne au marché. Il cherche la vieille femme. Il la trouve. Elle est assise, calme, comme si elle l'attendait. Elle le regarde longuement. Elle voit ce que personne d'autre voit. L'homme à l'intérieur. Elle lui pose une question, sans parler, juste avec ses yeux. Est-ce que tu comprends maintenant? Et lui, pour la première fois de sa vie, il baisse la tête. Pas par peur. Par honte. Ce que cette expérience lui avait appris. Aucune école. Aucun échec. Aucune leçon de vie n'aurait pu lui enseigner. Que regarder le monde d'en bas change absolument tout. Il était resté dans ce corps combien de temps? Des semaines. Des semaines entières à vivre ce que les autres vivent quand on les ignore. Rencontre inattendue en Sibérie. Tu vois, il y a des histoires que t'entends une fois. Et que tu oublies jamais. Celle-là, un gars me l'a raconté un soir. Voix basse. Regard sérieux. Le genre de personne qui invente pas ce genre de truc. Sibérie. Hiver. Une unité de soldats soviétiques en plein entraînement. Routine totale. Le genre de journée où t'attends absolument rien. Et puis, quelque chose apparaît dans le ciel. Un objet. Qui vole bas. Trop bas. Un soldat prend une décision. Rapide. Instinctive. Il tire. Et il touche. L'engin s'écrase pas loin. Fumée épaisse. Bruit sourd. Et les soldats, ils s'approchent. Parce qu'ils savent pas encore ce qu'ils viennent de faire. Et c'est là que tout bascule. De l'épave sortent 5 créatures. Petites. Corps humanoïde. Grosse tête. Grands yeux noirs. Silencieuses. Les soldats bougent plus. Parce que ton cerveau, quand il voit quelque chose qu'il peut pas classer, il frise. Complètement. Tu peux plus réfléchir. Tu peux plus bouger. Tu existes juste. Et là, les créatures font un truc. Elles se rapprochent les unes des autres. Lentement. Elles fusionnent. Et elles deviennent une sphère. Lumineuse. Qui bourdonne.
qui grossit, comme si elle chargeait quelque chose d'immense. Personne ne bouge. Personne ne crie. Puis, l'explosion. Un flash blanc, aveuglant, silencieux. Et quand la lumière disparaît, 23 soldats sont là, debout, immobiles, transformés en pierre, comme des statues, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur d'eux. Deux survivants seulement, qui ont regardé, qui ont tout vu, et qui ont vécu avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Tu imagines? Te lever le matin pour un entraînement banal, et rentrer avec une image pareille gravée dans la tête. Pour toujours. Le gars qui me racontait ça, il s'est arrêté un moment. Il regardait le feu. Et il a dit une chose simple. Ce qui me dérange, c'est pas l'histoire. C'est la réaction de ces créatures. Elles ont pas attaqué en premier. Elles sont sorties du crash. Abîmées. Perdues peut-être. Et c'est nous, qui avons continué à menacer. Alors elles ont répondu. Pas par cruauté. Par instinct. Exactement comme on l'aurait fait. Et là, le silence autour du feu. Parce que quand tu entends ça, tu réalises un truc qui t'avait jamais traversé l'esprit. Si eux existent. Et si on les a déjà rencontrés. C'est peut-être pas le danger. C'est peut-être la façon dont on réagit face à ce qu'on comprend pas. La peur, l'instinct, la gâchette trop rapide. Et cette pensée-là, elle reste longtemps après que le feu s'est éteint de la nuit. Tu vois, il y a des choses que les adultes expliquent pas aux enfants. Parce qu'ils n'ont pas les mots. Ou parce qu'ils ont trop peur d'y croire eux-mêmes. Celle-là, c'est une histoire qui vient de plusieurs endroits à la fois. Des témoignages. Des villages différents. Des pays différents. Des gens qui se connaissent pas. Qui ont jamais comparé leurs récits. Et pourtant, ils décrivent tous la même chose. Des enfants. Qui apparaissent la nuit. Pas n'importe où. Toujours au carrefour. Toujours aux lisières des forêts. Toujours là où la lumière artificielle s'arrête et où l'obscurité commence vraiment. Des enfants qui brillent. Pas comme une lampe. Pas comme un écran. Comme de l'intérieur. Une lumière douce. Blanche. Presque bleue. Qui pulse lentement. Comme une respiration. Les témoins disent tous la même chose. La première réaction. C'est pas la peur. C'est l'attraction. Quelque chose en toi qui veut s'approcher. Qui trouve ça beau. Qui oublie pendant une seconde que c'est pas normal. Et c'est exactement là que le danger commence. Un homme. Routier. Habitué aux longues nuits. Aux routes désertes. Au silence des heures creuses. Il en a vu des choses sur les routes. Des animaux. Des accidents. Des gens perdus. Mais cette nuit-là, il voit une petite fille. Au bord de la route. Immobile. Il ralentit. Parce que c'est son réflexe. Parce que c'est humain. Parce que personne ne laisse une enfant seule sur une route à 3 heures du matin. Il s'arrête. Il baisse sa vitre. Et là, il voit. Elle brille. Légèrement. Subtilement. Mais suffisamment pour que ses yeux captent quelque chose d'impossible. Elle tourne la tête vers lui. Ses yeux. Entièrement blancs. Pas de pupille. Pas d'iris. Juste. De la lumière. Et elle sourit. Pas un sourire d'enfant. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'ancien. Comme si ce visage d'enfant portait une conscience qui avait vu des choses que les humains peuvent pas imaginer. Il remet le moteur en route. Il part. Vide. Sans se retourner. Et pendant des semaines, il dort plus vraiment. Parce que chaque fois qu'il ferme les yeux, ce sourire est là. Cette lumière est là. Ses yeux blancs sont là. Il en parle à personne au début. Parce que comment tu racontes ça? Et puis un soir, dans un café routier, un autre conducteur parle d'une chose étrange vue sur la route. Une silhouette lumineuse. Un enfant immobile. Des yeux qui brillaient dans le noir. Exactement la même description. Exactement le même endroit. Exactement la même nuit. Les deux hommes se regardent. Sans un mot. Parce que quand deux étrangers décrivent la même chose impossible, tu peux plus appeler ça une coïncidence. Les chercheurs qui se sont penchés sur ces témoignages ont remarqué un détail troublant. Ces apparitions, elles se produisent toujours dans des zones particulières. Des endroits où quelque chose de grave s'est passé. Des accidents. Des disparitions. Des histoires enfouies que les villages préfèrent oublier. Comme si ces enfants lumière étaient des marqueurs. Des gardiens. Le diamant maudit. Tu vois, il y a des objets qui traversent l'histoire. Pas parce qu'ils sont beaux. Parce qu'ils laissent une trace derrière eux. Une trace que personne ne choisit. Celui-là, on l'appelle le Hope Diamond. Un diamant bleu. D'une couleur que t'as jamais vue ailleurs. Profonde.
froide, hypnotique. Le genre d'objet qui te fait comprendre pourquoi les hommes ont tué pour des pierres. Mais cette beauté-là, elle avait un prix. Tout commence en Inde. Des siècles en arrière. Ce diamant était serti dans une statue. Sacrée. Intouchable. Et celui qui osa le prendre, il le regretta. Tavernier. Un marchand français. Il vola la pierre. La ramena en Europe. La vendit au roi de France. Et peu de temps après, il fut déchiqueté par des chiens sauvages. Coïncidence? Peut-être. Mais écoute la suite. Louis XIV l'acquiert. Le fait retailler. Le porte fièrement. Et dans les années qui suivent, la cour de France commence à se fissurer. Lentement. Inexorablement. Comme si quelque chose rongeait tout de l'intérieur. La pierre passe à Louis XVI. Et à Marie-Antoinette. Tu connais leur fin. La Révolution. La guillotine. La chute de tout ce qu'ils avaient construit. Le diamant disparaît pendant la Révolution. Volé. Perdu. Comme s'il avait décidé de changer de main lui-même. Il réapparaît en Angleterre. Revendu. Retaillé. Renommé. Le Hope Diamond. Un banquier l'achète. Henry Hope. Famille riche. Puissante. Et en quelques générations, la fortune s'effondre. Les héritiers se déchirent. La famille implose. La pierre change de main encore. Un sultan ottoman l'acquiert. Assassiné peu après. Un joaillier américain l'achète. Sa fille meurt dans un accident de voiture. Son fils se suicide. Sa femme sombre dans la folie. Et chaque fois, la pierre repart. Vers quelqu'un d'autre. Comme si elle choisissait. Evelyn Walsh McLean. Une femme riche. Excentrique. Elle l'achète en 1911. Elle croit pas aux malédictions. Elle le porte comme un bijou ordinaire. Elle le prête. Elle s'en amuse. Et puis la vie commence à l'effriter. Son fils meurt dans un accident. Sa fille d'une overdose. Son mari finit dans un établissement psychiatrique. Sa fortune disparaît. Elle meurt seule. La pierre est vendue pour payer ses dettes. Harry Winston l'achète finalement. Un joaillier new-yorkais. Il le promène dans le monde entier. L'expose. Le montre. Et puis, il décide de s'en débarrasser. Il l'envoie par la poste. Dans une simple boîte. Au Smithsonian. Le postier qui livra le colis eut un accident de voiture. Sa femme tomba gravement malade. Sa maison brûla. Tout ça dans les mois qui suivirent. Le diamant est aujourd'hui dans un musée. Derrière une vitre. Des millions de visiteurs le regardent chaque année. De loin. Personne ne le touche. Et les gardiens du musée, ils ont tous une règle non écrite. On reste pas seul avec lui après la fermeture. Personne ne te l'explique vraiment. C'est juste quelque chose qui se transmet. Parce qu'il y a des objets qui ont une mémoire. Qui ont absorbé trop de désir. Trop d'ambition. L'homme qui ne meurt pas. Tu vois. Il y a des légendes qu'on retrouve partout. Dans toutes les cultures. Dans toutes les langues. Dans toutes les époques. Celle d'un homme qui ne meurt pas. Pas un vampire. Pas un monstre. Pas une créature de l'ombre. Juste. Un homme. Qui continue. Qui traverse. Qui regarde le monde changer autour de lui sans pouvoir en faire partie vraiment. Il était là avant le déluge. Quand la terre était différente. Quand les hommes vivaient autrement. Quand le ciel semblait plus proche et les étoiles plus grandes. Il se souvient de l'eau qui montait. Lentement d'abord. Puis violemment. Il se souvient des cris. Des visages. Des mains qui cherchaient quelque chose à attraper. Et lui. Il regardait. Impuissant. Parce que c'est ça le vrai fardeau de l'immortalité. Pas de vivre. De regarder mourir. Il a traversé les empires. Babylone. L'Égypte ancienne. La Grèce. Rome. Il marchait dans ces rues aujourd'hui disparues. Il connaissait ces visages aujourd'hui oubliés. Il a vu des civilisations entières se construire pierre par pierre. Se croire éternelles. Et s'effondrer. Toujours de la même façon. L'orgueil d'abord. Puis la fissure. Puis le silence. Il essayait parfois de prévenir. Personne ne l'écoutait. Parce que comment tu écoutes quelqu'un qui te dit avoir vu tomber ce que tu crois invincible? Au Moyen Âge. Il errait. De ville en ville. De pays en pays. Il changeait de nom. Changeait de visage autant qu'il pouvait. Parce que quand les gens autour de toi vieillissent et que toi non. Les questions deviennent dangereuses. On l'a appelé sorcier. Démoniaque. Maudit. Il a fui des dizaines de fois.
Il a vu la peste emporter des villages entiers en quelques semaines. Il a marché dans des rues désertes, des maisons vides, des villes fantômes. Et chaque fois, il continuait. Pas par courage. Par obligation. La Renaissance arrive. Le monde s'ouvre. Les hommes commencent à questionner, à explorer, à chercher des réponses. Et lui, il observait ça avec quelque chose entre l'espoir et la mélancolie, parce qu'il savait ce que l'histoire lui avait appris. Que chaque lumière porte son ombre. Les guerres mondiales, il les a vécues toutes les deux. Il a marché dans les tranchées. Il a vu ce que les hommes sont capables de faire quand la peur prend le dessus. Quand l'idéologie remplace l'humanité. Des choses qu'aucun livre ne peut vraiment retranscrire. Parce que les livres racontent les faits. Pas l'odeur. Pas le silence d'après. Pas le regard de ceux qui ont survécu et qui auraient préféré ne pas l'avoir fait. Lui, il portait tout ça. Sans pouvoir le déposer nulle part. Aujourd'hui, il existe quelque part parmi nous. Peut-être dans cette ville. Peut-être dans ce café que tu fréquentes. Peut-être ce vieil homme assis seul sur un banc qui regarde les gens passer avec des yeux qui ont vu trop de choses. Il observe encore. Il attend encore. Quoi exactement? Il le sait plus vraiment. Peut-être juste quelqu'un à qui raconter. Quelqu'un qui écouterait vraiment. Voilà l'histoire. Génie ou solennel isolement? Tu vois. Il y a des gens qui naissent différents. Pas différents comme on dit pour être gentil. Différents pour de vrai. Comme si leur cerveau avait été câblé autrement. Comme si l'univers avait décidé de concentrer dans un seul être quelque chose qui aurait dû être réparti entre mille. Celui-là, c'était un gamin. Pas de famille riche. Pas d'école prestigieuse. Pas de professeur particulier. Une maison simple. Un quartier ordinaire. Le genre d'endroit où personne n'attend rien d'extraordinaire. Sauf que lui. Il voyait les nombres différemment. Pas comme des chiffres sur une page. Pas comme des outils pour compter ou calculer. Pour lui, les nombres avaient une forme, une couleur, une texture, une personnalité. Il disait que le 7 était arrogant, que le 3 était curieux, que le 17 cachait quelque chose que personne n'avait encore trouvé. Les gens riaient. Jusqu'à ce qu'il voie ce qu'il faisait avec eux. À 4 ans, il corrigeait les additions de sa mère sans les calculer. Juste en regardant. Comme si la réponse était déjà là. Visible. Évidente. À 7 ans, il résolvait des équations que ses professeurs mettaient des minutes à vérifier. À 10 ans, il avait rempli des cahiers entiers de formules que personne autour de lui pouvait lire. Pas parce qu'elles étaient illisibles. Parce qu'elles étaient trop en avance. Un professeur de mathématiques les découvre un jour par hasard. Il les parcourt. Il relit. Il repose le cahier. Il le reprend. Et il reste silencieux un long moment. Parce que ce gamin de 10 ans avait démontré seul des théorèmes que les plus grands mathématiciens de l'histoire avaient mis des décennies à établir. Sans les avoir jamais étudiés. Sans même savoir qu'ils existaient. Il les avait trouvés par lui-même. Par intuition pure. Comme si les vérités mathématiques lui parlaient directement. Comme si l'univers lui chuchotait ses secrets dans une langue que lui seul comprenait. Les scientifiques s'intéressent à lui. Les universités se disputent son dossier. Et lui, il reste le même gamin. Qui trouve les nombres beaux. Qui voit des motifs là où les autres voient du chaos. Dans les nuages. Dans les feuilles des arbres. Dans les mouvements des foules. Dans les battements du cœur humain. Tout était mathématique pour lui. Tout avait un ordre caché. Mais voilà ce que personne raconte vraiment sur ces génies-là. Le prix que ça coûte. Parce que voir le monde autrement, ça isole. Profondément. Parce que comment tu partages un repas avec quelqu'un quand ton cerveau calcule en temps réel la trajectoire de chaque geste autour de la table? Comment tu te poses quand les nombres ne s'arrêtent jamais? Il dormait peu. Il mangeait à peine. Il vivait dans un monde parallèle que les autres ne pouvaient qu'entrevoir. Et pourtant, il continuait. Parce que pour lui, chaque problème non résolu était une porte fermée. Et les portes fermées, il ne pouvait pas s'en détourner. Un jour, il posa son crayon. Il regarda par la fenêtre. Et il dit une chose simple à celui qui était. Mystère du Marie Céleste. Tu vois, il y a des histoires que la mère garde pour elle. Des histoires que personne raconte vraiment.
Parce que ceux qui les vivent, ils rentrent pas toujours. Celle-là, elle date de 1872. Un navire, le Marie Céleste, retrouvé en pleine mer, voile déployée, cap maintenu, tout en ordre. Sauf une chose. Personne à bord. Pas un corps, pas une trace de violence, pas un signe de lutte. Les repas encore sur la table, les affaires personnelles dans les cabines, le journal de bord ouvert sur la dernière entrée. Tout était là. Sauf les 10 personnes qui devaient être dessus. Le capitaine, sa femme, sa fille de 2 ans, 7 membres d'équipage. Disparus. Comme si quelque chose les avait aspirés. Le bateau qui les trouve, c'est le Dei Gracia, un navire anglais. Son capitaine connaissait personnellement le capitaine du Marie Céleste. Ils avaient dîné ensemble quelques semaines avant le départ. Ils montent à bord. Et quelque chose le met mal à l'aise immédiatement. Pas le désordre. Pas la destruction. Le contraire. Tout était trop normal. Trop calme. Comme si la vie s'était arrêtée net. En plein milieu d'un instant ordinaire. Sans prévenir. Sans explication. La dernière entrée du journal de bord. Rédigée normalement. Aucune mention de tempête. Aucune mention de danger. Aucune mention de peur. Juste. Une journée normale. Et puis plus rien. Les enquêteurs se penchent sur l'affaire. Pendant des mois. Des années. Ils avancent des théories. Une tempête soudaine. Une mutinerie. Un gaz toxique remonté des cales. Une attaque de pieuvre géante. Sérieusement proposée à l'époque. Aucune ne tient vraiment. Parce que chaque théorie bute sur le même détail. Le bateau était intact. Pas de dégâts. Pas de traces. Pas de raison visible pour que 10 personnes quittent un navire en parfait état. En plein milieu de l'océan. Volontairement. Et ne reviennent jamais. Des décennies passent. Des experts analysent. Des plongeurs cherchent. Des documentaires enquêtent. Toujours la même conclusion. On sait pas. Et c'est ça le truc le plus troublant dans cette histoire. C'est pas le mystère. C'est l'absence de mystère visible. Pas de monstre. Pas de tempête. Pas de crime. Juste 10 personnes. Qui étaient là. Et qui n'y sont plus. Le Marie Céleste a continué à naviguer après ça. Plusieurs propriétaires. Plusieurs équipages. Jusqu'à ce qu'il s'échoue volontairement en 1885 pour une arnaque à l'assurance. Même sa fin était étrange. Et aujourd'hui, cette histoire reste là. Suspendue. Sans réponse. Sans clôture. Parce que l'océan. Il rend pas toujours ce qu'il prend. Et parfois. Il te laisse juste le bateau. Pour que tu comprennes. Que certaines questions. Sont faites pour rester sans réponse comme une plaie que le temps arrive pas à refermer. Comme une question qu'on pose à l'océan et à laquelle il répond jamais. Parce que la mer. Elle a une mémoire. Elle garde tout. Les naufrages. Les cris. Les derniers regards de ceux qui comprennent que c'est fini. Et parfois. La nuit. Quand le vent tourne.